Eh bien, bonjour, bande de jeunes brebis maléfiques de l'Ouzbékistan. J'espère que ça va très bien. On est là aujourd'hui, bien sûr, comme à tous les vendredis de notre vie, pour faire des analyses et prédictions sur une quelconque carte de l'UFC. C'est l'UFC Vegas 11. C'est une bonne carte, main card, absolument épique, une des meilleures qu'on a vues cette année. Les prelims, il y a beaucoup de choses. Il va sûrement avoir de quoi qui va se passer, ces prelims, mais c'est comme. Ils nous ont au volume, là, je pense qu'il y a comme 15 combats sur la carte, bien qu'il va y en avoir comme 3-4 d'annulés ou 3-4 qu'il faut changer à la dernière minute. Bref, garde, drôle de temps dans lesquels on vit. Je suis là pour mes analyses et positions complètes de l'UFC Vegas 11. Mais avant de commencer, je vous demanderais, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube MMA Talk, j'aimerais ça que vous vous abonniez, c'est pas compliqué, j'aimerais ça qu'on atteigne 1000 abonnés là, avant la fin de l'année. Ça fait longtemps, il me semble que ça traîne ça, puis j'essaie de mettre un peu plus d'effort dans le YouTube ces temps-ci, parce que je sais que tout se passe sur Facebook, là, basically, mais si t'es en train d'écouter ça sur Facebook, prends juste 2 minutes, va t'abonner sur YouTube, après tu peux revenir sur Facebook tranquillement, mon petit chum, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, parlons de combat. Le main event de la soirée, ça en est un bon, c'est un combat qui est attendu depuis très longtemps. Colby Covington face à Tyron Woodley chez les 170 livres. Mais autant que c'est un combat qui est attendu depuis longtemps, on dirait que la façon dont la carrière de ces deux-là semble se dérouler dans les derniers temps fait que le style match-up de ce combat-là est de plus en plus clair et de plus en plus évident pour pas mal tout le monde. Dans le sens que je pense pas qu'il y a vraiment de personnes qui arrivent ici et qui piquent Tyron Woodley. L'affaire, c'est que depuis qu'il a perdu sa belt, en fait, Tyron Woodley a littéralement perdu les 10 derniers rounds dans lesquels il a été impliqué. Puis ces 10 rounds-là n'ont même pas été proches. On parle des 5 rounds contre Usman, des 5 rounds contre Gilbert Burns. Puis le style que Woodley a eu toute sa carrière, qui a fait qu'il était un champion, puis pas un mauvais champion, pas le champion le plus entertaining qu'on a vu, mais pas un mauvais champion en tant que tel. C'est le style où il se back up contre la cage, puis il est très 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 patient, puis il essaie de placer sa grosse counter over and right, qui est capable littéralement de knocker n'importe qui ou presque dans le sport. L'affaire, c'est que le monde le savent, puis ils travaillent alentour de ça. Puis écoute, si tu es capable de mettre beaucoup de pression sur Tyron Woodley, c'est évident qu'il va avoir de la difficulté. Ce qui est évident aussi, c'est que le style de Colby Covington est un peu moins bon que celui d'un Usman ou celui d'un Gilbert Burns contre Tyron Woodley. Parce que Colby Covington lance plus de 150 coups de poing par round. Le gars est super reckless debout, puis il met aucun power littéralement dans ses punches. Pour ça qu'il peut en lancer autant, puis genre, tu sais, pas manquer de cardio du tout, puis être capable de faire 25 minutes avec le pace le plus ridicule, probablement dans l'UFC en ce moment. Il n'y a personne, à part peut-être Khabib, qui met un pace sur quelqu'un comme Colby Covington le fait. Puis ça fait, selon moi, de lui un des combattants les plus intéressants à regarder. Autant on n'aime pas sa personnalité, on n'aime pas tout ce qui vient alentour de Colby Covington. Dans la cage, il est le fun à voir. Là. Court après son adversaire, mais immensément de pression, lance des quantités de strikes ridicules parce que si son adversaire essaie de shooter, ça ne dérange pas, c'est un excellent lutteur, puis lui-même va mixer des takedowns là-dedans, mais de moins en moins, on dirait. Il utilise de moins en moins sa lutte de façon offensive pour Colby Covington parce que il out-volume puis out-pace tout le monde, fait que ça fait qu'il gagne ses combats comme ça. C'est sûr que le fait de lancer 150 coups de poing par round, ça va t'exposer à peut-être manger la grosse patate droite de Tyron Woodley en plein d'en face. Je ne mettrai pas trop de stock là-dedans parce qu'on a vu Colby Covington être immensément tough puis littéralement là, avoir à se faire péter la mâchoire pour se faire comme TKO au 5e round. C'est même pas fait. T'sais. Puis Kamaru Usman, on dira ce qu'on veut de lui. Quand il se met à puncher des gens, frappe immensément fort. C'est un des gros power punchers à 170 livres. Ça en sert malheureusement pas souvent, mais c'est un gros aspect de sa game. Puis le fait que ça y ait pris comme 5 rondes d'accumulation de dommages pour finalement pouvoir se débarrasser de Colby Covington en toute fin du combat. Ça montre à quel point Colby est immensément tough. Puis il n'est pas un gars qui va littéralement se faire finir. Puis comme on a vu contre Robbie Lawler, dans le cas de Covington, c'est comme
c'est difficile de lancer contre lui. Il lance tellement, il est tellement dans ta face, puis il lance tellement, puis il mixe un takedown ou un takedown attempt, puis c'était là, puis il est tellement toujours dans ta face en train de faire de quoi que oui, Woodley va sûrement avoir l'opportunité de placer sa main droite, mais quelqu'un qui est patient et hésitant, même comme on a vu Tyron Woodley devenir dans ses derniers combats, est-ce que je peux me fier là-dessus, sachant que Robbie Lawler, qui est quand même quelqu'un qui s'en calisse là, en général dans la vie, il n'était pas capable de lancer contre Colby Covington parce qu'il était trop overwhelmed par tout ce que Covington a lancé vers lui. Tu sais, dans le fond, Covington, sa nouvelle défense, c'est son offense. Il essaye de faire tellement de choses que toi, t'as pas le temps d'y lancer quelque chose en retour, là, basically. Parce que lui, il est juste tout le temps dans ta face en train de faire de quoi. Puis si tu défends pas les coups de poing qu'il te lance, ben, tu vas manger 34 coups de poing dans la face. Puis même si ils ont aucun power, ben, c'est déplaisant. Puis c'est dur de faire de quoi pendant que tu es en train de te faire puncher dans la face. Puis même affaire, c'est ça. Ils te laissent pas le temps de défendre rien. Fait que c'est basically tout ça pour dire Colby Covington par décision aussi. C'est mon pick. Même si c'est bizarre à dire, mais je pense que la majorité prennent pour Woodley. J'ai vu sur mon post quand je l'ai posté que les gens allaient prendre pour Covington. Ben, j'ai l'impression que si on regarde toute la population MMA en général, je pense que le monde prenne pour Tyron Woodley dans ce combat-là. C'est certainement mon cas, là, en tout cas, ben, à cause de tout comment il essaie de s'impliquer avec le Black Lives Matter puis tout, puis t'as Colby Covington qui est juste un esti de merde puis que sa gimmick, en tout cas, on rentrera pas dans ça, on veut juste parler de combat aujourd'hui, mais non, c'est ça. Autant triste que ça va être, genre, de voir Colby Covington puis le MAGA shit, genre, battre le Black Lives Matter shit en 2020, ben, je pense que c'est ça qui va être ça, puis il va falloir vivre avec. Fait Colby Covington par décision, ça nous mène au co-main event, un autre combat qui a un high potential d'être excessivement triste. C'est Donald Cowboy Cerrone face à Nico Price. Puis écoute, man, j'ai vu les odds, puis moi, personnellement, je pense que Cowboy se doit d'être favori dans ce combat-là. Je sais que c'est Price qui est légèrement favori. Je comprends pourquoi, ok? Mais je pense que si tu regardes vraiment les skills des deux, Donald Cowboy Cerrone se doit d'être favori. Puis oui, il a perdu ses 4 derniers combats. Il y en a un, c'est un TKO par blessure. Tu sais, à cause qu'il s'est mouché son œil, son œil busté après. Qu'il soit mouché son nez pété contre Tony Ferguson. On s'en rappelle tout. Grave erreur de sa part. C'est un TKO par blessure à arrêt du docteur. Donc, tu sais, il s'est pas fait knocker dans ce combat-là. Ensuite, c'est fait knocker par Justin Gaethje, mais qui ne se fait pas knocker par Justin Gaethje récemment? Fait qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, t'es pourri, tu t'es fait knocker par Gaethje quand tout le monde s'est fait knocker par Gaethje? Non. Ensuite, c'est fait knocker par Conor McGregor. Quand Conor McGregor gagne, c'est pas mal ça qu'il fait, le knocker quelqu'un au premier round. Donc, est-ce qu'on peut dire, hey, oh, t'es vraiment pourri, tu t'es fait knocker par McGregor? Non plus. Puis sa 4e défaite, ben c'est un combat très serré et très compétitif, un des meilleurs de l'année d'ailleurs, contre Anthony Pettis. Puis il s'est rendu à la décision. Et Anthony Pettis, super dangereux, super opportuniste, un excellent finisher. Puis il n'a pas été en mesure de finir Cowboy Cerrone. Fait que si on prend ça en considération, puis on regarde les skills des deux. Oui, Cowboy est un slow starter, c'est difficile au premier round, mais plus le combat avance, plus que c'est read, puis plus qu'il est un excellent distance striker qui est capable d'être patient, mais quand il laisse aller ses mains, c'est en combinaison. Puis lui, avec, c'est un opportuniste né, un finisher absolument incroyable, un des meilleurs combattants qu'on a vu. C'est sûr qu'il est juste un peu plus slow qu'avant, mais sa game est encore là. Il est encore capable de donner un bon combat compétitif. Il a peut-être juste plus le petit edge athlétique qu'il avait dans son jeune temps. Ceci étant dit, Nico Price, man, y a-tu quelqu'un qui frappe plus fort que ça à 170 livres, tu sais? Tu sais, il y en a, là, il y en a certainement, mais le gars, il est dans le top. Puis, tu sais, on l'a vu, non seulement on a vu Cowboy, tu sais, il se fait knocker par le monde qui knock tout le monde, ils sont excellents, qui sont l'élite absolue du sport. Vous direz ce que vous voulez sur Conor McGregor, là, mais c'est l'élite du sport, là, lui, Gaethje. Et il se fait pas finir vraiment par les autres. Le problème, c'est que Nico Price, c'est un gros 170 livres avec du power de 170 livres. Puis, tu sais, Cowboy, il est pas petit là, à 170 livres. Vous dites, oh, pardon, ce gars-là est trop petit pour cette division-là. Il est vraiment trop gros pour 155. Cowboy, c'est probablement plus un 170 à ce stade-ci. Mais
man, j'ai juste le feeling que Price va le knocker au premier round. C'est super sad, mais c'est ça mon feeling, parce que autant Cowboy se fait pas knocker par n'importe qui, Nico Price a quand même knocké comme des Tim Means, des Alan Jouban, des Randy Brown, qui sont tous pas des gars qui sont plus dans leur prime, tu comprends? C'est tous des gars qui étaient à leur meilleur, là, que c'est comme, oui, ils se sont fait knocker, mais ils ont bounce back après pour d'autres combats, puis tu sais, c'était pas la fin de leur carrière, fait que, autant Cowboy ne se fait pas knocker par n'importe qui, Nico Price est un énorme 170 livres, un des plus puissants dans la division, un des plus opportunistes dans la division, même si sa technique est pas géniale, même si c'est pas le plus, c'est pas un striker technique pantoute, en fait c'est un brawler qui aime planter ses pieds et essayer de faire le plus mal possible aux gens, mais c'est pas un bon striker, là. Cowboy Cerrone a absolument l'avantage dans tous les aspects du combat, le côté technique face à Nico Price, mais Nico Price knock pratiquement tout le monde, puis il peut être sur son dos pour knocker quelqu'un, il peut être debout pour knocker quelqu'un. Contre Tim Means, il l'a frappé tellement fort que ça lui a pété le genou. Fait que, man, Nico Price, man, KO round 1, ça me fait chier de dire ça, puis ça me fait chier d'être mad que Nico Price va gagner, parce que Nico Price c'est un de mes combattants préférés, mais gros, Cowboy Cerrone. On l'aime, puis on veut pas le voir, tu sais. Puis en plus que Dana dit, s'il perd un autre combat, ça va peut-être être la fin, puis tout. Pis je pense pas jamais qu'ils vont cut Cowboy, mais je pense que ça pourrait être le genre de gars que Dana essaie de forcer à prendre sa retraite, quand lui, clairement, là, ne veut pas prendre sa retraite, puis il y a encore plusieurs années à se battre, là, comme il dit. Chose qui est probablement pas la bonne chose à faire, on s'entend, mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Price KO round 1. Me fait chier un peu, mais c'est ça. Ensuite, on a Hamzat Chimaev face à Gerald Meerschaert qui est en crise, qui est vraiment en crise parce qu'ils ont déjà booké Hamzat pour un autre combat après, man. Puis c'est comme pas gentil. C'est un gros manque de respect de faire ça à Gerald Meerschaert, un gars comme GM3 qui est quand même 44 combats professionnels, là, comparément à 8 pour Hamzat. L'affaire, c'est que, écoute, je le dis à chaque fois qu'il y a un combat de GM3, il est bon, il est technique, mais il est pas athlétique. C'est vraiment la seule affaire qu'on a contre GM3, puis ça paraît, quand il affronte quelqu'un qui est un super athlète, même s'il est moins bon que lui, genre Jan Heinisch, ben Jan Heinisch gagne, puis quand il affronte quelqu'un qui, tu sais, oui, athlétique, mais vraiment peu technique, puis qui n'a pas une game structurée du tout, comme Trevin Giles, ben c'est GM3 qui gagne. L'affaire ici, c'est qu'Hamzat Chimaev est super athlétique, il est super technique, ou du moins au niveau de sa lutte. Puis, man, c'est comme pas pour rien là, que l'UFC ont booké ce combat-là avant de le mettre contre Damian Maia. C'est parce qu'ils veulent voir comment il va réagir contre un submission grappler efficace, mais à peu près la moitié moins bon que Damian Maia. Puis c'est bon être la moitié moins bon que Damian Maia. Ça fait quand même de Gerald Meerschaert un des très bons submission fighters dans sa division. Regarde, je pense pas que c'est clair pourquoi ce combat-là est fait. Hamzat va gagner. Puis c'est plate pour Meerschaert parce que c'est un petit gros manque de respect. Genre de le booker puis de booker son adversaire même un mois et quelques plus tard dans un autre combat, comme si genre il allait encore une fois pas manger un coup de poing puis complètement le dominer. Mais regarde. Je suivais Hamzat avant qu'il rentre dans l'UFC. J'ai toujours dit que ce gars-là, The Hype is Real. Puis qu'il est arrivé, on a vu assez clairement que The Hype is Real. Fait que Hamzat Chimaev, TKO, deuxième round. Ensuite, Johnny Walker, Ryan Spann chez les 205 livres. Et j'ai aucune confiance en Johnny Walker. Et je pense que Ryan Spann va gagner par soumission ce combat-là, tout simplement. Je pense que Johnny Walker va arriver, va essayer de faire ses niaiseries. J'ai l'impression que Walker est plus surprenant que puissant. Genre, fait des affaires, puis ça te cote tellement off-guard, puis t'es pas prêt, puis là, tu te fais stun, puis il réussit à te TKO au sol. Mais c'est pas le gars qui éteint du monde fret, là, que t'es genre, c'est tellement puissant cette strike-là, avec tellement de vélocité, que là, le gars, il est en terre, puis il se rappelle même plus de son nom, tu sais. Puis Ryan Spann, il est tough, là. Très tough, c'est pas un gars qui fold comme ça. Fait que je pense que Ryan Spann, puis en plus, tu sais, il frappe quand même fort debout, mais je pense que c'est un combattant qui
il n'est pas vraiment un spécialiste de rien. Oui, il aime mieux se battre debout, mais il est capable d'aller chercher un takedown. Puis écoute, si t'es capable de takedown quelqu'un, puis t'es capable de passer un rear naked choke, t'as aucune raison de ne pas faire ça contre Johnny Walker. Parce qu'il va sûrement arriver à être complètement dingue pendant 3 minutes et demie, puis après déjà commencer à gaz out. Puis à partir de là, Ryan Spann va take over. Fait que j'ai Spann par soumission au deuxième round. En plus, c'est pas mon idée que d'aller au SBG Ireland, c'est un meilleur plan que d'aller au Tristar là, pour Johnny Walker, qui semble pas mal changer de gym comme il change de culotte. Fait que c'est un fighter qui a pas l'air de savoir où il s'en va. Là. Tout simplement, Johnny Walker, qui a l'air un peu perdu puis qui essaie de recapturer les bons moments de son entrée dans l'UFC. Puis je pense que moi, c'était juste un peu lightning in a bottle dans son cas. Puis là, on commence plus à voir de quoi on a affaire avec Johnny Walker, qui est un combattant bien potable, qui va battre du monde, mais qui ne battra pas les meilleurs dans la division. Je pense pas que Ryan Spann est un des meilleurs dans la division, mais si j'avais un top 15 à faire, tout le monde juste dans l'UFC, là, je serais probablement au 15e rang. Fait que j'ai Ryan Spann par soumission. Ça nous mène à un excellent combat entre Mackenzie Dern, bro, man, I speak for Brazil, even if I come from USA, and notre girl Randa Marcos. Et puis, j'ai Randa Marcos. S'il y a un autre fighter que je ne truste pas, c'est Mackenzie Dern. Son striking est dégueulasse. Elle n'a pas vraiment de lutte. Oui, au sol, c'est l'esti de BJJ Master qui est la meilleure dans la division, qui peut soumettre n'importe qui de même. On l'a vu contre Anna Cyphers, mais la seule raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce qu'Anna Cyphers la taguait debout, elle a fait plein d'affaires, puis sa talon au sol, elle est sortie, elle est restée debout, elle est sortie de sa garde, puis elle a eu la crampe à cerveau de dire non, j'ai essayé de London Strike, puis de re-rentrer dans sa garde, puis elle s'est fait les Glock, man, bravo, félicitations à Anna Cyphers, bonne décision, mais le pire, c'est que plus j'y pense, plus je sais pas si j'ai confiance en Randa Marcos pour pas juste dire que ça m'a essayé de grapple avec Mackenzie Dern, j'étais une bonne grappler, moi, avec. Et je pense pas que c'est une bonne idée, les boys. Je pense pas que c'est une bonne idée pantoute. Mais si Randa Marcos fait juste faire Randa Marcos, là, se battre debout, essayer d'utiliser sa lutte principalement pour ne pas se retrouver au sol avec Mackenzie Dern, elle devrait la battre comme assez aisément, là, selon moi. Et puis en plus, Randa Marcos, depuis le début de sa carrière UFC, est pas mal perd 1, gagne 1, perd 1, gagne 1, perd 1, gagne 1. Puis elle a perdu son dernier combat, donc c'est donc prouvé, elle va gagner ce combat-là. J'ai Randa Marcos par décision. Ensuite, dernier combat de la main card, nous avons mon boy Kevin Holland face à Darren Stewart. Puis Darren Stewart pourrait donner de la misère à Kevin Holland parce que c'est rendu un bon petit combattant complet qui gère mieux son énergie, donc qui gaz out plus complètement après un round et demi comme il le faisait au début de sa carrière. Il est arrivé dans l'UFC avec une fiche invaincue, puis c'était absolument un démolisseur là, de gens, là, pétait tout le monde par KO au premier round en très peu de temps. Et puis, naturellement, quand tu commences à affronter du monde meilleur, ça marche plus ça. Puis là, on le voyait complètement pas bien, sa game complètement fall apart. Il a réussi à replacer ça, il a réussi à devenir un bon middleweight. Mais Kevin Holland est exactement le genre de gars qui va le frustrer parce que Kevin Holland est comme trop patient, il est trop game d'être juste là, at range, pendant comme 30 secondes. Puis comme plus essayer de faire la convo à son adversaire que d'actuellement essayer de se battre avec. Puis il y a des gars que mentalement, ça n'a pas l'air de bien aller, que ça les frustre. Puis Darren Stewart a l'air du gars qui va se frustrer avec ça, puis qui il va genre vraiment essayer d'y aller un peu plus agressif. Puis je pense que c'est comme quand tu y vas un peu plus agressif sur Kevin Holland, que tu le forces à se battre, puis que là tu te rends compte que dans le fond c'est un esti de bon fighter. Fait que j'ai Kevin Holland par décision dans ce combat-là. Puis là, ça nous mène au prelim, ça a quasiment déjà 20 minutes, fait que on va essayer d'y aller le plus rapidement possible parce qu'il y en a en esti des combats ces prelim-là. Pour l'ordre, je le sais pas vraiment, c'est pas clair. J'ai pris l'ordre de ESPN Fight Center, mais il manquait un fight sur le Fight Center. Fait que je sais pas si ce fight-là va être placé où, ni même si ça va être ça l'ordre, mais bref. Jordan Espinoza chez les Flyweight contre David Dvorak. Jordan Espinoza, c'est le gars, je me trompe tout le temps. Là. Si vous voulez savoir qui va gagner un combat de Jordan Espinoza, faites juste pick contre la personne que j'ai pick, puis absolument c'est le bon choix. Mon feeling ici, c'est que c'est un gars qui va être plus athlétique et plus explosif que l'autre, en Jordan Espinoza, qui va vraiment
C'est un gars qui bouge bien puis qui leap in and out de la pocket avec des gros strikes parce qu'il a pas trop peur de se faire rencontrer avec un level change parce que c'est un bon grappler au sol qui scramble très bien, qui grapple très bien. Puis je pense que c'est cette habilité-là de grappling qui va lui donner l'avantage dans ce combat-là. Parce que oui, je pense qu'il pourrait leap in puis se faire counter assez solide une couple de fois par Dvorak, mais Espinoza, quand il leap in, c'est avec un strike ou avec un takedown attempt souvent, puis il est capable de comme bien setter l'un dans l'autre, te faire croire qu'il va y aller pour le takedown puis revenir avec l'overhand ou faker l'overhand puis finalement y aller pour le takedown. Je pense qu'il va jouer un peu avec ça. Il va réussir à aller chercher une coupe de takedown dans un combat qui va être assez serré puis ça va lui donner la victoire par décision. Ensuite, Mirsad Bektic, Damon Jackson. Damon Jackson qui fait son retour dans l'UFC sur quelques jours de notice. Le gars a déjà 3 fights dans l'UFC, une défaite, un nul, puis un no contest. Donc le gars a pas mal tout ce que tu peux avoir, sauf un win dans l'UFC en 3 fights. Au moins pour lui, il n'est pas 0-3. C'est sûr que Mirsad Bektic va être le combattant vraiment plus patient, réfléchi, probablement meilleur striker, meilleur lutteur. Je sais que Damon Jackson est quand même capable d'être tricky sur son dos et tout, fait que peut-être falloir faire attention avec ça, mais Mirsad, s'il gagne le combat de debout, va sûrement être capable d'utiliser sa lutte pour rester debout. C'est sûr que Bektic, des fois, on l'a vu en fin de combat avoir des petits ennuis de cardio qui ont donné des genres de momentum swing en fin de combat. Ça se pourrait que Damon Jackson gagne le 3e, mais j'ai Bektic par décision dans ce combat-là. Ensuite, Mayra Bueno Silva face à Mara Romero Borella. Peut-être v'là un an, j'aurais pick Borella. Pour vrai, dans ce combat-là, j'aimais bien sa game, mais on dirait que c'était complètement en train de fall apart. Cette fille-là n'a plus vraiment de confiance en elle. Elle a même perdu contre Courtney Casey à son dernier combat. C'était quelqu'un, une bonne striker qui n'avait pas peur d'échanger en combinaison, mais qui principalement voulait aller chercher un takedown, s'installer sur le top, puis essayer de faire ses shit. Ça pourrait être dangereux contre Mayra Bueno Silva, qui est quand même. Tu sais, la genre de brésilienne typique qui fait du Muay Thai à distance ou qui pull guard puis qui essaie des submissions complètement ridicules sur son dos. C'est pas mal ça la game de Silva, mais elle est puissante, elle est athlétique, elle est rapide, puis elle va gagner par soumission aussi. Ça me surprendrait pas que ça soit de son dos, là, genre un armbar ou de quoi de même, mais ça me surprendrait pas non plus qu'elle finisse par en stockant Mara Romero Borella. Lander des belles affaires puis aller un genre de club and sub à la Sabina Mazo, peut-être pas genre head kick ou rear naked choke combination comme Mazo, mais lui faire mal debout, défendre un takedown, se retrouver dans son dos, gagner par rear naked choke, de quoi de même. Fait que soumission round 2 pour Mayra Bueno Silva et non pas Mara Romero Borella, mais bien Mayra Bueno Silva. Ensuite, Jessica Rose Clark contre Sarah Alpar. Le preview de Bloody Elbow que j'écoutais, on comparait Sarah Alpar à Betch Correa, puis je trouve que c'est probablement vrai, à part que je pense que Sarah Alpar cherche un peu plus le takedown qu'une Betch Correa qui essaie un peu de brawler, là, mais Sarah Alpar va définitivement brawler pour aller chercher le takedown. Jessica Rose Clark va être plus technique, c'est sûr qu'elle, quand elle a perdu des combats, c'est sa takedown defense qui l'a vraiment lâché. Fait qu'écoute, si Sarah Alpar se sauve avec la décision ici, je serais vraiment pas surpris. Mais je pense que j'ai vu assez d'amélioration à cet effet-là pour que Jessica Rose Clark défende la majorité des takedowns et soit capable d'outstriker son adversaire. Donc, j'ai Clark ici par décision. Ensuite, Jordan Newson, Randy Costa, combat qui m'intéresse beaucoup parce que c'est 2 bons prospects. Randy Costa qui est complètement débile. Genre, overpressure, lance beaucoup de volume, puis lance son volume avec power, ce qui fait qu'il peut peut-être se fatiguer un peu plus tard dans le combat. Mais c'est un bon combattant, c'est un bon prospect, j'aime les choses qu'il fait. Jordan Newson, lui, est vraiment plus un boxeur typique qui va essayer vraiment de plus placer ses shots, mais qui est très puissant. Puis, j'ai l'impression que Randy Costa va juste à chaque fois crasher dans Jordan Newson, qui va définitivement chercher à counter dans ce combat-là. Fait que je pense qu'il va avoir beaucoup plus d'opportunités pour les gros counters à Newson que Randy Costa, qui va, oui, avancer puis lancer du volume. Mais j'ai l'impression que Newson peut lui faire très mal en retour. Puis c'est ça qui va être le facteur qui va décider ce combat-là ultimement. Donc j'ai Newson par décision. Ensuite, André Ewell, Irvin Rivera. André Ewell par décision. Je pense que Ewell, c'est drôle parce que quand il gagne, il look tellement good. Déjà, oh shit, ce gars-là, c'est un sérieux prospect. Puis quand il perd, il se fait genre out-grapple par Nathaniel Wood. Puis il a l'air de quelqu'un qui n'a même pas rapport dans l'UFC. L'affaire, c'est que André Ewell, c'est un bon striker qui a peut-être une coupe de lacunes au niveau de son defensive grappling. Il est fait long, gagne une
pratique, c'est-à-dire une belle range game. Je suis bien satisfait en général de ce qu'il fait, mais c'est ça. Des fois, quand il y a des meilleurs grapplers que lui, il réussit à se faire takedown, tu fais un peu de domino au sol. L'affaire, c'est que je pense pas qu'Erwin Rivera est assez bon debout pour gagner debout contre Ewell. Puis je pense pas qu'il est assez bon lutteur et au sol pour réussir à dominer Ewell assez longtemps au sol pour gagner ce combat-là. Rivera est vraiment le genre de gars que c'est un master of none. Là, puis il est pas spécialiste dans rien, il est juste bien correct dans tout. Puis il va donner un bon scrappy fight à chaque fois, mais je pense que dans l'UFC, il ne gagnera pas la majorité de ses combats. Donc j'ai Ewell par décision. Ensuite, TJ Laramie fait ses débuts dans l'UFC face à Darrick Minner, un one-round fighter notoire qui va absolument y aller all-in au premier round. Il y a une bonne guillotine, il faut faire attention à sa guillotine sur le takedown de TJ Laramie, il ne faut pas qu'il se fasse pogner en tête là-dedans parce que ça serait pas beau là, sur son record, une défaite contre Darrick Minner. Darrick Minner, pas un gars qui est supposé d'avoir vraiment du succès dans l'UFC. Puis je pense que si tout va comme prévu, TJ Laramie devrait être capable de le battre là, par TKO ground and pound à quelque part au deuxième round. Ensuite, Tyson Nam, Jerome Rivera. Man, c'est tout un short notice. Écoute, je pense que j'ai envie de prendre un flyer sur Rivera ici. Parce que c'est pas nécessairement un combattant impressionnant, mais il va mettre de la pression, puis il va essayer des choses, puis oui, souvent, c'est ça qui met tête première dans un gros counter de Tyson Nam, mais Tyson Nam, c'est juste ça qu'il fait. Essayer de counter, ne pas lancer un gros volume parce qu'il veut placer la shot parfaite, puis c'est pas un style qui marche à Flyweight. Tout simplement pas un style qui marche. Fait que pour ça, j'ai envie de prendre un flyer sur Rivera parce que si Rivera se fait pas knocker, il va absolument en faire assez pour gagner cette décision-là. Fait que j'ai Jerome Rivera par décision. Et ça nous mène au dernier combat de la soirée, ou le premier, ou un combat qui va être à quelque part dans la main carte, parce que c'est celui que je disais qui n'était pas sur ESPN, mais qui a définitivement été annoncé hier. Miguel Baeza face à Jeremiah Wells qui remplace Mickey Gall. Ça aurait été tellement drôle, Miguel Baeza contre Mickey Gall. Là. Ça aurait été hilarant. Mais écoute, j'ai Baeza dans ce combat-là parce qu'il est bon, man. Il est bon, puis il est quand même, oui, agressif, puis il a pas peur d'y aller dans un firefight, mais il est quand même réfléchi dans ce qu'il fait, puis il est tough, puis il sait reconnaître la situation, ce qui n'est pas le cas pour des jeunes combattants comme lui souvent. Tu sais, contre Matt Brown, quand il est passé proche de se faire finir, puis il avait l'air d'être dans le pétrin, il s'en est rendu compte, puis il a pris quelques instants, tu sais, pour justement essayer de pas manger trop de dommages, d'être capable de recover, puis d'être capable de continuer le combat, puis revenir plus fort dans le combat. Il est capable de reconnaître que, oh shit, ces 2 minutes-là, c'est pas mon moment, là, fait que je vais l'endurer, je vais tough through, puis après je vais reset, puis essayer de faire mes choses. C'est un bon combattant debout, avec une belle variété. Je pense que ça va être dur pour Jeremiah Wells ce combat-là, tout simplement. Donc, j'ai Miguel Baeza par décision. Ça va conclure. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions. Pour qui vous prenez dans le main event. Ça, je suis quand même pas surpris, mais je suis quand même intéressé de savoir pour qui. C'est qui, avec qui votre cœur est. Est-ce que Tyron Woodley vous a comme reconquis un peu de par son association avec Black Lives Matter et tout, ou si vous trouvez encore qu'il est boring as fuck, puis vous prenez pour Covington dans ce combat-là, même si vous aimez pas trop le personnage. Ou peut-être que vous aimez le personnage de Covington, je sais pas. Faites-moi part de ça dans les commentaires. Puis c'est ça, on se parle une prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je suis pas mal sûr que la semaine prochaine, c'est l'UFC 253, donc ça va être quand même excitant. C'est ça, on s'en reparle.